Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Et salut à tous, 28e épisode déjà. 28e épisode, c'est pareil quand même, Laurent. On a commencé en janvier, on s'est toujours pas arrêté, on n'a pas loupé une semaine. On peut être fier de nous. Est-ce qu'on peut avoir confiance en nous? Pour l'instant, oui. Je dis ça parce que le sujet du jour, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à ces techniciens? Je suis sûr que ce sujet va vous faire plaisir. Et vous inquiétez pas, il y aura aussi le penchant, hein. Est-ce qu'on peut faire confiance à ses chefs, hein? On va le faire. À vous, tous les techniciens qui êtes déjà un peu énervés de ce titre. Mais c'est vrai, moi je suis chef d'atelier. L'autre jour, il y a un technicien qui est revenu, qui m'a dit qu'il avait fait tout ce qu'il fallait pour résoudre le problème du client, que ça s'était super bien passé. J'ai appelé le client le lendemain, il m'a dit l'inverse. Alors, moi je pense pas que je peux faire confiance à mes techniciens. Qu'est-ce qu'on dit à ça, Laurent? La confiance, c'est vraiment le sujet le plus délicat dans la relation entre collaborateurs, managers, entre collaborateurs eux-mêmes. C'est toujours un sujet hyper délicat. Alors, je poserai une première question qui est, si je ne peux pas avoir confiance en mes techniciens, pourquoi les avoir embauchés? Parce que je suis le seul à tout savoir, et comme je suis le meilleur, et comme je suis le chef, il n'y a que moi qui ai les savoirs, c'est pour ça, je fais confiance à personne, de toute façon, moi. D'accord, à ce moment-là, c'est pas la peine de recruter. C'est assez simple. Je suis un peu dans le cliché, hein, mais oui, j'en ai vu un comme ça qui gérait une équipe SAV et qui avait gardé toujours tout ce savoir et qui en donnait le moins possible. Ça fonctionnait pas trop bien quand même. Ah oui, mais ça peut pas fonctionner. Le temps où le savoir et le pouvoir, c'est quelque chose qui est révolu. Ça veut pas dire que c'est plus vrai. Ça veut simplement dire que ça peut plus fonctionner. C'est pas tout à fait la même chose. En fait, la question de la confiance, elle est épineuse et pourtant elle peut être simple. Je dirais que à partir du moment où on recrute quelqu'un, on recrute un technicien, si on fait le choix de ce technicien ou de cette technicienne, c'est bien que on a repéré des valeurs, des compétences, des mécaniques comportementales qui nous conviennent. On dit tiens, globalement ça va le faire. Soit c'est absolument parfait, soit c'est proche de ce que l'on recherche. Donc on doit avoir un niveau de confiance qui est a priori relativement élevé. Je suis d'accord sur le fait que la confiance, c'est quelque chose qui se nourrit. Et ça se nourrit par le fait qu'une personne donnée tienne ses promesses. Okay? Je dis ce que je fais ce que je dis. Ça, normalement, ça nourrit la confiance. C'est vrai dans ce que j'attends de mes équipes de techniciens, mais l'ensemble de mes équipes. Et c'est vrai dans l'autre sens, en tant que technicien, de ce que j'attends de mon manager. Okay, on attend chacun l'un l'autre parce que la confiance, c'est réciproque. Si tu ne me fais pas confiance, la probabilité que je te fasse confiance, elle va être relativement faible. Et inversement. Donc, la confiance, elle doit être acquise a priori. À partir du moment où on a recruté quelqu'un, forcément, on doit lui faire confiance. Et à ce moment-là, arrive la petite phrase très courante, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai. Et moi, je dis, la confiance exclut le contrôle. C'est-à-dire? À partir du moment où je fais confiance à quelqu'un, je n'ai pas à contrôler ce qu'il fait. Simplement, je dois avoir posé un cadre de confiance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre de confiance? Un cadre de confiance, c'est les règles que l'on se pose entre deux personnes. De se dire, voilà comment je fonctionne, voilà ce que j'attends de toi, voilà les résultats, les objectifs qu'on cherche à atteindre. Je te laisse la liberté du comment. Je te laisse libre de choisir comment tu vas faire les choses parce que j'ai confiance en tes compétences. Toutes les compétences, techniques, managériales, comportementales, etc. J'ai confiance en tes compétences. En revanche, voilà le cadre, les règles. Si jamais ça sort de ce cadre, je te demande de venir vers moi et on en discute. Et de la même manière, si moi j'ai quelque chose à te demander qui sort de ce cadre, j'en discuterai avant de te le demander. C'est ça le cadre de confiance. Le cadre de confiance va évoluer avec le temps. Évidemment, parce que les personnes évoluent en termes de compétences, de savoir-faire, d'expérience. Et on va discuter régulièrement de ce cadre de compétences entre le collaborateur et le manager. Si on fait ce travail-là, la confiance va évoluer positivement et elle va se renforcer. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, on va commencer à mettre des couches de contrôle qui vont être de plus en plus complexes et qui vont être de plus en plus difficiles à tenir, qui vont rajouter un travail administratif de dingue et on va démotiver la personne qu'on a en face.
en lutte maintenant le discours, non, mais t'inquiète pas, c'est pas que j'ai pas confiance, hein. C'est juste que tu comprends bien, je dois vérifier. Bah non, si t'as confiance, t'as pas besoin de vérifier. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup entendu hein, la confiance n'exclut pas le contrôle, et moi j'étais plutôt de cet avis où en effet moi je vais pas passer mon temps à contrôler tout ce que vous faites, c'est quand même vous les experts dans l'équipe, donc débrouillez-vous. Mais il y a quand même des fois où justement comme j'avais rien posé, et bah je me sentais obligé de vérifier pour certains trucs parce que j'avais pas confiance en fait. C'est ça la vraie vie. Mais donne-nous des exemples concrets sur ce que tu appelles le cadre de confiance, Ouais. deux, trois trucs précis, tu vois bien, parce que je suppose que ça peut être Oui, très... c'est beaucoup de choses qui peut y avoir derrière. En fait, il faut revenir au rôle d'un manager pour que ce soit clair. Le rôle d'un manager, c'est de toujours savoir où on va, mais pas forcément comment on y va. Et il y a souvent un mélange dans la tête des managers où ils pensent qu'ils doivent tout savoir. Non, ils doivent savoir où on va. C'est-à-dire, l'entreprise a une visée, elle a une vision, elle veut avoir une certaine position sur le marché, elle veut réaliser un certain nombre de choses en lien avec normalement des valeurs incarnées. À partir du moment où ça c'est clair, le manager, lui, il doit décliner ça au niveau de son service. Le directeur commercial doit faire ça au niveau des commerciaux, le directeur SAV doit faire ça au niveau du SAV, ou des services associés. Décliner la vision, ça veut dire avoir donc une vision sur la stratégie servicielle qu'on va développer, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, comment on veut être vu par nos clients, quel niveau de service on veut avoir délivré, quel est notre positionnement clair. Ça doit être clair. Bien sur cette vision-là, je vais définir un cadre. Je vais dire, si je décide très concrètement d'être un service premium sur le marché, je vais être reconnu pour mon SAV. Ça veut dire que je dois donc avoir des personnes compétentes, des processus bien clairs, structurés, ou en tout cas en chemin de structuration. Je dois avoir les moyens de mes objectifs, de mes ambitions. Je dois m'être outillé de la bonne manière en termes de logiciels, de matériel technique pour les équipes, de diagnostic, etc. Je dois avoir une maîtrise de la sécurité, les EPI, les vêtements, etc. Je dois avoir des process qui soient les plus clairs possibles et je dois avoir un cadre posé. Et c'est là qu'on en arrive au cadre de confiance. Je pose ces prérequis parce que sinon c'est compliqué d'avoir un cadre de confiance. Et le cadre de confiance va être de dire, OK, je mesure le niveau de compétence de mes équipes sur tout un tas de grands ensembles. L'ensemble des compétences techniques, l'ensemble des compétences comportementales, des compétences relationnelles, la connaissance des produits, etc. Je vais mesurer différents niveaux. Plus le niveau va être élevé, plus le niveau de confiance que je vais accorder va être élevé. Et il va être OK qu'à certains endroits, je n'aurai pas confiance en toi, mais je vais te le dire. Je vais te dire, là, je te fais confiance. Et donc là, il n'y aura pas de contrôle. Là, je te fais pas encore suffisamment confiance et je t'explique pourquoi. Et là, effectivement, il y aura un point de contrôle ou des points de contrôle à des moments différents. Deuxièmement, moi où je te fais confiance, on va simplement avoir des temps réguliers. On va discuter, non pas pour vérifier si tu fais bien, mais pour vérifier quelles difficultés tu rencontres. Parce que même si je te fais confiance, tu vas rencontrer des difficultés. Tu ne maîtrises pas tout. Je ne peux pas maîtriser tous les éléments d'un contexte. Je vais chez un client, habituellement ça se passe bien. Le contexte de ce client a changé là. Il y a des choses que je maîtrise plus. La personne qui m'accueillait maîtrisait parfaitement le site, savait tout m'expliquer. Il y a une nouvelle personne, elle y comprend plus rien. Je maîtrise pas tout. Ok. Rappelons-nous qu'un service est toujours coproduit. Il est fait aussi avec le client. Donc il y a des choses qui peuvent changer. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut laisser cette liberté du comment à mes équipes, en fonction de leur niveau de compétence et de savoir-faire et d'expérience. Donc ça, je pose régulièrement des temps où on va évaluer, mais ce sont des temps de soutien. C'est pas des temps où je vais te taper sur les doigts. C'est-à-dire, j'attendais ça, tu l'as pas fait, bing. Non, c'est, j'attendais ça. Il y a un écart entre ce que j'attendais et ce que tu fais. Cherchons le pourquoi. Comprenons les causes. Traitons les causes. Si c'est des causes de compétences, si c'est des causes de contexte, etc. Traitons les causes. Et on se redonne un rendez-vous pour refaire le point. Et on regarde. Si les choses évoluent dans le bon sens, je peux toujours te faire confiance, tout va bien en fait. Et je te donnerai tout le soutien dont tu as besoin au fil de l'eau pour qu'on atteigne ensemble les résultats. C'est totalement différent de dire je pose un indicateur, t'atteins pas l'indicateur, boum, ton bonus dégage. Okay. C'est pas du tout la même chose.
Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de bonus, qu'on peut pas avoir de façon de jouer autour de ça. Mais le message de fond que j'essaye de transmettre, c'est que pour qu'il y ait confiance, il faut que les attendus en tant que manager, en tant qu'entreprise, soient hyper clairs. Si c'est pas hyper clair, le collaborateur va faire à sa façon, selon sa perception. Et donc, si j'ai pas des temps réguliers, à minimum une fois par semaine, en one-to-one, face à face, avec chacun de mes collaborateurs dans mon équipe, pour discuter de ce qui va moins bien, et des endroits où ce collaborateur a besoin de soutien. Si j'ai pas ces temps-là, la confiance ne peut pas se construire. C'est juste impossible. Elle va se faire au petit bonheur la chance. Ok, alors tu vas voir mon esprit de technicien qui est super terre à terre. Moi, quand tu parlais de cadre de confiance, je m'attendais à ce que tu poses, bah voilà, c'est ça, tac, 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 tu vois, sur un papier, c'est très clair. Mais en fait, encore une fois, non, c'est plutôt en fait de jouer ton rôle de manager avec tes équipes et comme tu dis, de définir, c'est mouvant en fait, c'est au jour le jour, enfin au jour le jour, à la semaine, peu importe, mais c'est dans le temps, ça évolue, ça augmente, ça diminue, mais à chaque fois, tu fais ça de manière correcte, sans aller chercher des noises ou alors, ouais, comme tu dis, taper sur les doigts des gens. C'est ça, en fait, le cadre de confiance, c'est comment tu te comportes finalement avec tes équipes pour leur communiquer ce que tu attends d'elles. Oui, avec des temps réguliers d'échange. Sans être simplement genre, tu dois faire 100 interventions cette semaine, t'en as fait 95, c'est moins 50 € sur la fiche de paye, allez, sujet suivant. Ça marche pas très bien. Si on ne fait que ça marche pas. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des objectifs avec des incentives, des formes de primes et autres, mais il faut savoir deux choses. Ça nous amène en fait à la question de la motivation. La motivation d'une personne, elle est intrinsèque et extrinsèque. Il y a une partie interne, notre moteur à nous, ok, c'est celui-là qui a de la valeur parce que cette motivation-là, tant qu'elle est nourrie, elle est illimitée. Et puis il y a les motivations extrinsèques, c'est-à-dire les éléments qu'on met autour, qui produisent des effets ponctuels. Quand je mets une prime à quelqu'un, quelle que soit la forme du bonus, c'est très ponctuel. Je sais que c'est du court terme. On met un challenge, par exemple, on fait beaucoup ça dans le commerce, on se fait un challenge, on se dit ce mois-ci on va atteindre tel résultat, on s'y met tous, et puis le premier qui y arrive, il a un voyage aux Bahamas. Très bien, l'équipe va se mettre en ordre de marche, ils vont y aller, ils vont se défoncer, et il y en a un qui va gagner un voyage. C'est sympa, mais c'est ponctuel. Okay, ça veut pas dire que ce super commercial qui a réussi ces super ventes ce mois-ci va faire la même chose tous les mois. Et je vais pas offrir un voyage tous les mois. C'est peu probable. Donc, on est sur du ponctuel. On peut s'amuser de temps en temps, ça donne des petits coups de boost et ça peut fonctionner un peu. Au quotidien, et ce qui va faire aussi que mes équipes vont rester, ce qui va faire que mes équipes vont avoir envie de travailler, c'est d'entretenir leur motivation intrinsèque, ce qui les motive réellement. Ce qui motive, et notamment dans le moteur de motivation de tout individu, y compris des techniciens, c'est le sentiment d'être soutenu, d'être entendu quand j'ai des difficultés, d'être accompagné et de sentir que j'ai de la valeur. Je suis quelqu'un qui a de la valeur dans cette entreprise. Tout ce qui nourrit ça va nourrir ma motivation, va donc nourrir la confiance. Le dernier point que j'ajouterais sur la question de la confiance, c'est quand je n'ai pas confiance en quelqu'un, ça veut dire que probablement je n'ai pas une très grande confiance en moi-même. Okay, les autres sont souvent le reflet de moi. Alors ça peut paraître un peu psycho ce que je dis, un peu psychologiste, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que si je suis un manager qui a beaucoup de mal à faire confiance à mon équipe, il faut que je m'interroge un peu sur ma propre confiance en moi. Okay. Ça fait partie du chemin. Il faut pas l'exclure. Je dis pas que c'est la seule cause, attention, mais il faut pas l'exclure. Il faut l'intégrer dans le cheminement. Ouais. Donc, je l'ai beaucoup vu. Moi, je suis devenu manager quand je suis rentré dans un énorme groupe. J'ai vraiment appris à partir de là, parce qu'avant, j'avais jamais réellement managé. Et ça m'a passionné. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que au début, je faisais n'importe quoi, j'avais pas été formé. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que les gens qu'on considérait mauvais managers étaient aussi en fait intrinsèquement un peu des mauvaises personnes. Enfin, c'était pas des mauvaises personnes, c'est qu'elles avaient des problèmes personnels. Elles avaient des trucs à régler avec elles-mêmes. Elles avaient un problème
qui s'est passé dans l'enfance ou qui s'est passé il y a pas longtemps, mais il y avait des trucs qui allaient pas avec elle-même. Et en fait, tu portes tout ce bagage avec toi, tu viens dans l'entreprise gérer des équipes, et ça rejaillit sur les autres. Hein. C'est vraiment, pour moi, tu dis que c'est psychologique, il me semble que c'est ce que t'allais dire. Pour moi, c'est tellement vrai, quoi. En fait, et plus j'ai pratiqué et plus j'ai lu sur le management, plus je m'en suis rendu compte. Si t'es pas sain dans ton esprit, c'est extrêmement difficile de faire un bon travail de management avec les gens, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus et tout ce que tu es en train de dire, parce que là, on parle de confiance, mais finalement, c'est du travail de management. Mon gros problème, moi, que je trouvais dans mon entreprise, mais je pense qu'il est très fréquent en France et même dans le monde entier, parce que nous, on travaille à l'international, c'est que manager, c'était pas pris comme un travail. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais des équipes, que tu en aies 15 ou 3, peu importe, on te laissait pas le temps de gérer correctement tes équipes. Parce que tout ce que tu es en train de dire, ça prend énormément de temps, parce qu'il faut le préparer déjà sans les gens, parce que tu viens pas à ton one-to-one à l'arrache comme ça, mais finalement, on fait tout parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'en fait, le manager n'est pas que manager, on lui donne plein d'autres trucs à faire. Et je me rappelle, moi, un jour, j'avais dit à mon chef, mon manager, j'avais dit, non, mais il y a un moment, il faut qu'on choisisse entre est-ce que je dois travailler comme une personne qui gère pas ses équipes, ou alors est-ce que je prends le temps de gérer mes équipes correctement, parce que j'arrive pas à faire les deux. Et si je travaille comme une personne qui gère pas d'équipe, ok, vas-y, bah, moi je redescends dans la hiérarchie, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, si je manage, et les gens, ils vont mieux travailler. Mais par contre, si je fais les deux, les mecs en dessous, ils vont s'ouvrir, ils vont finir par se barrer. Et puis c'est ce qui est arrivé, parce qu'à un moment, t'as beau faire tout ce que tu veux, tu bouches les trous, t'y arrives plus. Tu vois ça aussi? Ah oui, cette histoire de manager, c'est un travail en fait, mais on le laisse pas faire aux gens. Alors, il y a deux sujets, et je vais essayer de traiter les deux dans ce que tu dis. Là, le premier sujet, là, je vais commencer par ce que tu viens d'aborder, c'est la question du poids de l'opérationnel et du poids de ce que je fais, de l'acte de management. Je forme beaucoup de managers, j'accompagne beaucoup de structures où il y a des managers de service notamment. Et la question, c'est souvent la part opérationnelle. Il y a souvent une part opérationnelle trop importante sur le rôle du manager. Et effectivement, un manager qui fait beaucoup d'opérationnel, c'est un manager dans le SAV qui doit faire de la technique, qui doit intervenir très très souvent, eh bien ça marche pas très bien, évidemment, parce qu'il peut pas manager l'équipe. Manager l'équipe, ça veut dire avoir entre 40 et 60% de son temps disponible pour les autres. Okay, c'est entre 40 et 60%. Si j'ai pas cette tranche-là de disponibilité, je vais manager comme je peux, mais forcément, ce sera pas très très bon et très efficace. Forcément. On le sait d'avance, c'est déjà joué. Après, il faut aussi bien le faire, etc. C'est là où c'est important, parce que oui, ça demande des compétences qu'on apprend, c'est pas des compétences innées, c'est des compétences qu'on acquiert. Donc, et un peu de méthodologie, un peu d'outillage. Okay, il faut aussi s'outiller à manager. Donc, il y a des choses à savoir. La deuxième chose qui est importante aussi dans ce que tu décris, sur le côté un peu psychologique, c'est-à-dire que avant de prendre un poste de manager, il faut bien se connaître. Il faut savoir comment on fonctionne. Il faut savoir quelles sont ses valeurs, quelles sont ses mécaniques comportementales. Quand je forme des managers, souvent, j'utilise des outils de profilage psychométrique qui permettent le terme peut sembler un peu jargonneux. Les profils psychométriques, ce sont des outils comme le DISC, comme le HBTI, le MBTI, le ProcessCom, enfin, il y en a beaucoup sur le marché. Moi, j'utilise un produit qui s'appelle Nova, qui est un mélange de DISC, de motivation et d'analyse des talents, qui permet de comprendre, en fait, les mécaniques comportementales. Et ça, c'est important d'avoir... En gros, ouais. Parce que... Attends, désolé, je te coupe, Vas-y, parce que là, je pense que toujours, les gens sont toujours perdus, mais moi, j'ai reçu ça quand j'ai été embauché. En gros, en tout cas, celui que j'ai reçu, c'est qu'on te pose des questions pratiquement pendant une demi-heure, des questions qui sont parfois vraiment étranges, mais à la fin, ça te dresse un espèce de résumé. On dit... Bon, toi, t'es un fou furieux, apparemment, t'es super excité, tous les week-ends, tu sors courir des marathons, ou alors, toi, t'es posé. Je fais un gros raccourci. Hein. Ah est-ce que c'est ça? L'idée, c'est en fait, ça sort les caractéristiques des gens, comment ils se comportent, comment ils se comportent dans les relations avec autrui, avec leur famille et tout. C'est de ça dont tu parles. Alors, oui, mais alors, pas, si la traduction c'était un fou furieux, c'est pas un bon test. Faut faire un autre. Non, tu sais, moi, je remets ça avec mes mots, mais c'est pour parler très concrètement. Genre, oui. C'est que ça te dresse une espèce de, c'est un peu comme ton horoscope, tiens, tu vois.
Alors non, Enfin, parce que pour le coup, là, non, là on parle de travaux scientifiques. Alors je vais prendre le plus populaire, qui est le disque DISC, qui lui est construit sur les travaux de Marston. Donc ça date des années 1930, hein, donc ça a presque 100 Ah ans. Et souvent, c'est complété par les travaux de Jung, le disciple de Freud, c'est complété par d'autres travaux. Le Nova, par exemple, c'est complété par les travaux de Spranger sur les motivations, ou de Jacobi, sur les types psychologiques. Enfin, il y a tout un tas de travaux très en profondeur qui ont été menés. C'est scientifique, c'est pas construit à l'arrache. Et il y a 100 ans d'expérience. C'est-à-dire que ça a été appliqué, transformé, ajusté. Et donc, derrière, on arrive à sortir des préférences comportementales. Okay, donc ça dit pas qui nous sommes, ça dit comment nous fonctionnons dans le contexte dans lequel on est actuellement et dans notre contexte naturel quand on est bien tranquille dans sa tête et dans son environnement. Donc c'est ça que ça nous raconte. L'intérêt de ces profils-là, je dis pas qu'il faut absolument le faire, je dis simplement que quand on va prendre un poste de manager ou quand on est en posture de management, on doit passer par ce genre-là d'analyse pour comprendre comment on fonctionne. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas une conscience claire de comment on fonctionne, on a tout un tas de mécanismes inconscients qui vont se dérouler et qui vont venir polluer nos relations et notre façon donc de manager les autres. Et là, notamment, ça va avoir un impact sur la confiance. Si j'ai un profil qui aime le contrôle, qui a besoin de contrôler les choses dans sa vie tout le temps, forcément, je vais avoir du mal à faire confiance, donc je vais avoir du mal à déléguer. Donc, je vais avoir du mal à récupérer du temps. Parce que je vais vouloir tout faire moi-même pour que ce soit bien fait. Donc, je ne vais pas avoir de temps pour manager. Et je suis enfermé dans un cycle, dans une espèce de cercle vicieux qui fait que je ne peux pas manager correctement et je ne peux pas donner ma confiance. Donc, j'ai un risque de turnover très élevé dans mon équipe. Okay, donc ça, c'est un exemple pour donner quelque chose de concret autour de ça. Donc, la question est de bien se connaître. C'est important de bien se connaître pour pouvoir mieux savoir où sont nos fragilités, où sont les endroits où on n'est pas très bon, on a des mécanismes qui peuvent nous polluer un peu. Ok, si j'en ai conscience, je peux agir, je peux en parler. Si j'en ai pas conscience, j'ai zéro contrôle en fait. Je pilote pas. Et la question de pilotage revient souvent quand j'aborde les questions du service ou du SAV, de toujours être dans une posture de pilotage. Pour ça, il faut se connaître. J'allais dire désolé parce que c'est vrai que je me suis carrément fourvoyé avec mon histoire d'horoscope, c'est pas du tout ça. J'ai besoin de rester dans des environnements scientifiques, si tu veux, où ça puisse être construit et étayé. Et d'ailleurs, ça va faire le lien. C'est que, pour revenir à la question de la confiance se vérifie dans les faits. Une fois que j'ai posé mon cadre de confiance, que j'ai été clair sur mes attendus, que j'ai des temps d'évaluation régulière où on se voit, on discute et on aborde les questions de soutien. Derrière, je peux régulièrement vérifier pour moi que ce qui se produit, ce que mes collaborateurs font, mes techniciens font concrètement, les décisions qu'ils prennent, parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu de la confiance. Oui, je l'ai pas dit, je vais faire un petit point là-dessus. L'enjeu de la confiance, c'est que tous mes collaborateurs, tous mes techniciens, ils sont en train d'arbitrer tous les jours. Tous les jours, ils sont en train de prendre des décisions face à ce qui se produit. Et ils ont une situation, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a un client qui se comporte de telle et telle manière, il y a un contexte, il y a des pièces qui arrivent, qui n'arrivent pas, il y a des enjeux logistiques, il y a une problématique nouvelle qui arrive. Face à tout ça, ils sont en train d'arbitrer tous les jours. Je peux pas être derrière leur dos. C'est impossible. Je peux pas être sur eux tout le temps pour dire ah non, là c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Ah non, là c'est comme ça qu'il faut que tu passes. Non. Donc je dois leur faire confiance. Je n'ai pas le choix. Pour que cette confiance soit saine, il faut donc que j'ai posé un cadre. Le cadre de confiance, en fait, c'est de dire voilà les règles d'arbitrage. En fait, il sert à ça. Puisque on sait qu'on veut atteindre tels objectifs, qu'on veut avoir telle image, qu'on veut avoir tel niveau de prestation de service, eh bien, tous tes arbitrages que tu fais au quotidien, fais-les dans ce cadre-là. Tant que tu es dans ce cadre-là, tu prends la bonne décision. Si tu sors de ce cadre, il faut qu'on en discute. C'est assez simple comme règle. Ouais. C'est assez simple. Mais il faut être clair dans sa tête, il faut être clair dans ses attendus et il faut l'avoir dit clairement. Ouais, il faut avoir vérifié que l'autre a compris. C'est ce que j'avais noté, c'est que en fait finalement la réponse à l'épisode c'est on peut faire confiance si on a posé en fait nos jalons, si on a exprimé en fait tout simplement comment on fait confiance. Ouais. Et t'as dit quelque chose, la confiance c'est pas
je sais plus ce que tu as dit, mais j'ai lu hier, pas plus tard qu'hier, oui, un Américain, pour une fois il disait un truc cool, c'est que la confiance, c'est pas dans la personnalité en fait. Ouais. La confiance, c'est la preuve que tu vas fournir au monde que, un, tu fais vraiment ce que tu dis, et que deux, tu es vraiment celui que tu dis que tu es. Ouais. Donc c'est factuel en fait, la confiance, que ça se Tout à fait. prouve et ça s'entretient, Ouais. n'est-ce pas? Exactement. Ah, ça c'est clair, ça se nourrit. Moi je dis que ça se nourrit la confiance. C'est-à-dire que ce qui nourrit la confiance, c'est de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait. C'est fondamental. En entreprise, on en a besoin. Si on travaille tout seul, on peut se dire à soi-même si on veut, mais ça n'a pas d'impact. Mais dès qu'on travaille à plusieurs, on a besoin de se régler les uns par rapport aux autres, par rapport à des objectifs communs. Donc pour se régler les uns par rapport aux autres, il faut être capable de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Et ça doit pouvoir se vérifier. Et c'est le fait que ça se vérifie qui fait que la confiance se nourrit. Et c'est le fait aussi, pour ça, pourquoi je faisais un petit aparté sur le fait de bien se connaître quand on est manager, c'est que il faut aussi savoir qui on est pour pouvoir montrer aux autres qu'on est bien la personne qu'on dit être, ce que tu viens de dire. Cette petite phrase, elle est très bien. Elle est vraiment très très bien. Parce que c'est ça la réalité des choses. C'est ça qui fait que la confiance se nourrit ou ne se nourrit pas. Eh ben, est-ce qu'on n'a pas un peu foiré le nom de l'épisode? En fait, on pourrait la généraliser. Hein. C'est peut-on se faire confiance quand on travaille ensemble, d'une manière générale, entre techniciens et managers, entre collaborateurs eux-mêmes, entre managers et managers. En fait, les problématiques sont les mêmes et les mécanismes sont les mêmes. Mais c'est important dans notre monde du SAV parce que on parle de service, on parle de relations humaines, donc tout est profondément humain. Alors déjà dans une entreprise, tout est profondément humain, mais dans le service, c'est encore plus vrai. Ce sont des humains qui parlent à des humains à propos de produits très technologiques ou très techniques. Donc ces éléments relationnels sont juste fondamentaux et on le retrouve dans la relation client, c'est-à-dire si dans mes mécanismes, mon cadre de confiance est clair, mes équipes sentent qu'elles sont soutenues parce qu'on leur fait confiance, eh bien la façon dont elles vont se comporter chez les clients va être plus assurée, plus professionnelle, plus efficace. Donc c'est une chaîne en fait. Donc c'est très important parce que le sujet qu'on aborde là est juste fondamental parce que c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, sur le terrain, les choses vont bien se passer sans que je sois en train de le contrôler tous les jours. C'est vrai que tu l'as dit plusieurs fois, mais le comportement des gens, des dirigeants, des managers au sein de l'entreprise rejaillit directement sur la qualité du SAV et la qualité du service qu'on va fournir au client final. On l'a dit dans, je crois que c'était l'épisode, si on dit la vérité au client, et t'as dit, si le gars il arrive et qu'il dit ouais, au client, ouais, de toute façon ça tombe toujours en panne et il n'y a personne qui fait rien. Bon. Est-ce que le technicien, il dit vraiment ça pour embêter le client ou alors il le dit parce que ça se passe mal dans l'entreprise? Voilà, je laisse ça là. On a tous la réponse, c'est que certainement, il faut regarder à l'intérieur de l'entreprise avant de regarder le technicien. C'est toujours un tout. C'est toujours... c'est un point sur lequel je reviens souvent, c'est que faut toujours faire très attention. Il y a des questions de compétences comportementales qu'il faut regarder et il y a des questions de système, d'organisation mis en place. Une organisation qui ne fait pas confiance dans ses équipes produit du mauvais service. C'est obligatoire. Il y aura des mauvais comportements. Et c'est pas uniquement la responsabilité des personnes qui ont ce mauvais comportement. C'est aussi le système en place. Donc, si on veut que les personnes se comportent bien, il faut effectivement qu'elles aient les bonnes compétences comportementales, et ça s'apprend, et aussi que le cadre dans lequel elles travaillent soit respectueux et un cadre de confiance. Si on n'a pas les deux, ça marche pas bien. C'est pas l'un ou l'autre. On a besoin des deux. Voilà, j'allais dire conclusion toute trouvée, parce qu'on a fait la boucle avec le service après-vente qui est magnifique. J'allais dire, on fait jamais assez appel à nos auditeurs. J'ai envie de dire à nos auditeurs ou à ceux qui nous regardent, écoutez, dites-nous quel nom on aurait dû donner à cet épisode. Ah oui, très parce bien. Que un peu dévié, mais qui restait quand même dans le thématique. Et puis surtout, faites-nous signe maintenant qu'on est à 28 épisodes. Dites-nous les thèmes que vous voulez qu'on aborde. Posez-nous des questions dans les commentaires, dans les avis, par email. Vous pouvez nous trouver sur le site de Laurent, Service Essence, sur LinkedIn, on est présent. N'hésitez pas à nous alpaguer pour nous donner des idées, nous questionner, nous challenger.
Allez, au revoir à tous. À bientôt. Bonne semaine, bon courage, bonne Bonne intervention. semaine à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Bella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!